Cette série de webinaires est destinée à toute personne qui a à cœur l'éducation ou qui aimerait faire carrière en éducation. La Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa, plus grande université bilingue au Canada, vous invite à vous inscrire à l'un de ces programmes pour vous permettre d'accéder à une des professions les plus nobles, enseignante ou enseignant. La porte d'entrée que nous avons choisie pour ce webinaire en particulier est l'éducation à l'environnement et au changement climatique. Les systèmes éducatifs francophones au Canada ont besoin de personnes en enseignement des sciences et des technologies, mais aussi en éducation à l'environnement et au changement climatique. Nous espérons que cette vidéo vous donnera le goût de vous investir à cette noble cause qui est d'éduquer les citoyennes et citoyens, l'actuelle et la future génération de leaders à prendre soin de notre planète. Dans ce webinaire, nous allons parler de la dégradation de l'environnement, mais aussi des conventions internationales qui protègent l'environnement. Nous allons ensuite parler du droit à l'éducation et du droit à une éducation de qualité. Cette qualité est garante d'une éducation pour tous, et ce dans tous les pays du globe, en portant une attention toute spéciale aux filles. Puis, nous allons expliquer pourquoi c'est par l'éducation que nous pourrons transformer les modes de vie pour créer plus d'harmonie et de paix sur Terre, en prenant soin de la nature. Il importe également que nous unissions nos efforts pour améliorer les programmes cadres des différentes provinces canadiennes, les dotant d'approches intégratives et holistiques pour éduquer à l'environnement et au changement climatique. Les approches traditionnelles autochtones peuvent être une source d'inspiration pour améliorer nos stratégies pédagogiques. Enfin, nous croyons que des ressources supplémentaires sous la forme de pratiques gagnantes d'enseignement clé en main devraient être fournies aux enseignantes et enseignants pour s'acquitter de leur rôle primordial qui est de former les jeunes à prendre soin de la planète et par conséquent d'eux-mêmes. Notre Terre, troisième planète de notre système solaire, après Mercure et Vénus. Cette planète unique est merveilleuse par sa diversité. Nous sommes chanceux d'y habiter. La race humaine est très prolifique, en fait la plus prolifique parmi tous les animaux qui vivent sur Terre. Si bien que nous sommes déjà 7,8 milliards. Selon l'ONU, nous allons franchir la barre des 8 milliards d'humains en 2022 ou 2023. Ça fait beaucoup d'humains. Cette grande quantité d'êtres humains exerce une pression sans précédent sur notre planète. Nous avons un mode de vie qui exige beaucoup trop de ressources. Cette pression sur la Terre amène avec elle son lot de conséquences. Parmi elles, la destruction des habitats et la pollution qui affecte le climat. Nous pouvons voir à quel point la Terre est malmenée depuis quelques années. De la déforestation des forêts tropicales à la pollution par les plastiques dans tous les océans et toutes les mers du monde. Les défis que représentent les pressions environnementales font que les humains doivent se mobiliser sans tarder. Le dernier rapport du GIEC fait état de la situation alarmante où il n'est plus possible de continuer notre vie comme si de rien n'était. Dès le début des années 70, certains groupes ont commencé à se préoccuper du fait que les changements apportés par l'homme à son milieu naturel étaient en train de poser des problèmes qui nécessitaient des solutions internationales. C'est comme ça qu'il y a presque 50 ans s'est tenue la première conférence des Nations unies sur l'environnement à Stockholm, en Suède. Et c'est là qu'on s'est entendu sur notre devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et les générations futures. 10 ans après la conférence de Stockholm, les nations ont instauré la Charte mondiale de la nature qui, elle, reconnaît l'urgence de préserver la nature à l'échelle internationale. Nous ne pouvons plus continuer à utiliser les ressources de la Terre de la façon dont nous le faisons actuellement. Nous sommes en train d'épuiser la Terre. En raison de la surconsommation de biens et d'énergie, nous sommes en train de détruire les écosystèmes. Plusieurs habitats d'animaux et de végétaux sont détruits ou menacés, et plusieurs espèces animales et végétales sont éteintes ou menacées. La transition écologique demande de changer notre mode de vie pour adopter des façons de vivre plus respectueuses de la nature. Ceci inclut nos façons de consommer et de vivre. Nourriture, habillement, déplacement, tourisme. La transition écologique favorise une culture environnementale.
Elle concerne les humains de tous les horizons, car chaque individu, organisme et personne influe sur les milieux. Par la transition écologique, nous jouons un rôle sur la démocratisation des savoirs, car ces objectifs visent l'inclusion. Enfin, si nous voulons faire une transition écologique, il y a des options de développement qui correspondent au contexte local, au milieu, au climat, aux ressources, suggérant des choix volontaires et librement consentis. Puisque les enfants des générations actuelles et des générations futures sont au cœur de notre profession enseignante, nous nous devons d'enseigner d'une façon qui soit respectueuse. Si on fait un bref retour sur le droit à l'éducation, on peut constater qu'il a été reconnu dès 1948 comme un droit humain fondamental. Et il a été réaffirmé encore en 1966 dans les articles 13 et 14 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. En plus, dans la Convention relative aux droits de l'enfant, qui, elle, a été adoptée en 1989, on réaffirme une dernière fois le droit à l'éducation et on précise qu'il doit permettre à l'enfant de protéger l'environnement ainsi que les autres personnes. Comme futures enseignantes et enseignants, vous pourrez aider les élèves à prendre conscience de leur environnement et de ses problèmes. Vous pourrez guider les élèves pour qu'ils deviennent des agents de changement positifs, ayant une vision positive de leur futur. L'enseignement des sciences, des technologies et de l'environnement est un domaine idéal pour développer des projets où les élèves pourront se conscientiser et s'outiller pour la protection de la nature. En créant des projets transdisciplinaires où les sciences et les technologies seront mises de l'avant, vous pourrez éduquer les élèves à approfondir leur prise de conscience, leurs connaissances et leurs compétences. Quels problèmes pourrez-vous aborder avec vos élèves dans votre classe concernant l'environnement? Vous pourrez les éduquer à comprendre les changements climatiques et à trouver les moyens de lutter contre leurs menaces en adoptant des comportements responsables. Vous pourrez leur faire comprendre qu'un mode de vie riche est la source des problèmes environnementaux. Un mode de vie riche entraîne une surconsommation d'énergie et de ressources. Vous pourrez convier vos élèves à étudier le déclin de la biodiversité et la perte d'habitat, ce qui est la réalité pour des milliers d'espèces vivantes. Chaque jour, des espèces vivantes disparaissent car nous sommes en train de changer l'équilibre de nombreux écosystèmes en raison de notre vie, de notre mode de vie trop riche. Vous enseignerez aux élèves que l'eau est la source de vie. Pourtant, le réchauffement de la planète rend cette ressource peu disponible pour de nombreuses populations du globe. Dans les pays développés, il faut lutter contre la surconsommation de l'eau et de la pollution de l'eau. Vous leur montrerez aux élèves que les océans n'échappent pas à la détérioration due au changement climatique. En fait, en raison de concentrations élevées de dioxyde de carbone, les océans s'acidifient. Ce sont surtout les combustibles fossiles et la destruction des forêts qui contribuent à cette augmentation du CO2. L'acidification des océans entraîne avec elle la mort de milliers de coraux, lieu d'une grande biodiversité marine. Il faut donc réduire les émissions de CO2 sans plus tarder. Les élèves pourront faire des projets pour comprendre la pollution de l'air. Cette pollution agit sur les écosystèmes, mais aussi sur la santé humaine. De plus en plus de toxines sont présentes dans l'air, surtout dans les villes. Les élèves pourront voir que dans les grandes villes du monde, il faut arrêter la pollution. Ils pourront réaliser que plusieurs grandes villes sont rendues insalubres en raison de la surpopulation humaine et de l'absence de politiques et de règles pour sauvegarder l'environnement. Vous éduquerez les élèves pour qu'ils comprennent l'importance des sols. Les sols, eux aussi, sont en train de s'appauvrir en raison de sécheresse dues au changement climatique, aux monocultures et à l'utilisation de pesticides, ainsi qu'en raison d'une agriculture non durable. Notre mode de vie artificiel sera compris par les élèves grâce aux projets que vous leur ferez vivre. En effet, vous leur montrerez que notre façon de cultiver les plantes avec des produits chimiques et que l'utilisation abusive des ressources terrestres fait en sorte que nous polluons notre environnement et que nous nous rendons malades. La liste des produits cancérigènes présents dans notre environnement est de plus en plus longue et menaçante.
Par l'éducation à l'environnement que vous offrirez à l'actuelle génération d'élèves et aux générations futures, nous sommes sur la bonne voie d'une transition écologique pour nous assurer que les changements climatiques ne vont pas s'aggraver et que nous prendrons les mesures nécessaires pour prendre soin de notre chère planète. Selon les Nations unies, l'éducation relative à l'environnement, dont les synonymes sont éducation à l'environnement ou éducation environnementale, est ce processus éducatif par lequel les individus et la collectivité prennent conscience de leur environnement et acquièrent les connaissances, les valeurs, les compétences, l'expérience, mais aussi la volonté qui leur permettra d'agir individuellement et collectivement pour résoudre les problèmes actuels et futurs de l'environnement. L'éducation au changement climatique vise à promouvoir l'action climatique chez les personnes et les communautés. Elle vise à conscientiser aux effets de la crise climatique et à fournir des moyens de lutter contre ces derniers en dotant les personnes de connaissances, compétences, valeurs et attitudes dont ils auront besoin pour devenir des agents de changement. L'éducation à l'environnement et au changement climatique est une pédagogie transformatrice, orientée vers l'action. L'éducation à l'environnement et au changement climatique vise à motiver et outiller les apprenants pour qu'ils deviennent des citoyens actifs et sensibles, prêts à opérer une transition écologique et capables de penser de façon critique, tout en participant à l'élaboration d'un avenir viable. Les approches pédagogiques privilégiées sont transformatrices, axées sur l'apprenant et orientées vers l'action. L'éducation à l'environnement et au changement climatique ne consiste pas uniquement à ajouter de nouveaux contenus aux cours. Elle vise à intégrer une transition écologique dans tous les aspects du fonctionnement d'établissements scolaires. Il s'agit de repenser les programmes d'études, les activités de l'école, la culture organisationnelle, la participation des élèves et évidemment les liens avec la communauté. Pour intégrer l'éducation à l'environnement et au changement climatique, les écoles doivent se concevoir comme des lieux d'apprentissage et d'expérience, s'orientant de façon systémique sur les principes correspondants. C'est l'institution d'enseignement dans son ensemble qu'il faut transformer et qui pourra servir de modèle aux apprenants. Nous réalisons que l'éducation à l'environnement et au changement climatique rejoint à plusieurs égards l'éducation pour la citoyenneté, qui se trouve imbriquée en études sociales. Il faut développer chez les élèves des principes d'éco-citoyenneté. L'éco-citoyenneté, c'est former les personnes pour qu'elles développent leur esprit critique et leur connaissance par rapport aux problèmes écologiques et qu'elles puissent décider du futur politique de leur ville, leur province, leur pays. En tant qu'enseignante ou enseignant, c'est vraiment important d'éduquer les élèves à l'environnement et au changement climatique pour provoquer chez eux un changement radical dans leur façon de penser et d'agir. D'une façon ou d'une autre, au niveau du droit, des articles précis de droit international prévoient l'obligation d'inclure l'éducation à l'environnement et au changement climatique en vue du développement durable au sein des curricula d'éducation de tous les pays du globe. C'est donc en recevant une éducation de qualité qui inclut le droit à une éducation à l'environnement et au changement climatique que les générations actuelles et futures pourront jouir du droit de vivre dans un environnement sain. Si on fait un bref retour sur le droit à l'éducation, on peut constater qu'il a été reconnu dès 1948 comme un droit humain fondamental. Et ensuite, encore en 1966, dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. L'éducation à l'environnement et au changement climatique a été négligée dans les écoles depuis de nombreuses années. Il faut rendre cette éducation prioritaire dans les projets d'école canadiens pour opérer des changements de mentalité. Pour rendre cette forme d'éducation active, il est nécessaire de former les enseignantes et les enseignants dans ce domaine de l'éducation environnementale. L'éducation à l'environnement et au changement climatique n'a pas encore été intégrée en tant que composante de base dans de nombreux établissements universitaires qui offrent des programmes de formation à l'enseignement. Cette situation entraîne qu'une génération d'enseignantes et d'enseignants n'ont pas les savoirs nécessaires pour pérenniser cette forme d'éducation. Au Canada, selon nos observations,
Plusieurs facultés d'éducation tardent à intégrer dans leur programme ces éléments d'éducation, la situation étant particulièrement alarmante au sein des programmes francophones. Il en résulte qu'une fois en poste, les nouveaux enseignants ne se sentent pas en mesure de s'acquitter de cette tâche qui est d'intégrer l'éducation à l'environnement et au changement climatique à leur pratique d'enseignement. Une enquête récente réalisée auprès de plus de 1000 enseignantes et enseignants canadiens a révélé que moins de la moitié du personnel enseignant affirme enseigner certaines notions reliées au changement climatique en classe. Ils se sentent assez compétents et y consacreraient seulement de 1 à 10 heures par année, ce qui est très peu quand on pense à tous les problèmes environnementaux qui existent. Selon les personnes ayant participé au sondage, les principaux obstacles à l'éducation au changement climatique seraient le manque de temps, la rareté des ressources d'enseignement, ainsi que des connaissances et compétences professionnelles insuffisantes en la matière. Puisque l'éducation à l'environnement et au changement climatique devrait être enseignée de manière obligatoire dans les écoles, il importe de contribuer à bâtir la capacité des enseignantes et enseignants. Au stade de la formation initiale, on souligne l'importance d'une formation des enseignantes et enseignants axée sur l'enquête et sur les approches inter- et transdisciplinaires en éducation à l'environnement et au changement climatique. Les systèmes d'éducation canadiens devraient être capables, pour la scolarité obligatoire, de nous conduire vers l'établissement d'un nouveau paradigme, soit d'éduquer les citoyens à lutter contre les changements climatiques et protéger nos écosystèmes. Il est grand temps que les ministères provinciaux de l'Éducation au Canada institutionnalisent l'éducation à l'environnement et au changement climatique. Certains pays sont en avance à ce propos. Les pays nordiques, Norvège, Finlande, Suède, l'Australie et la Nouvelle-Zélande également. Ces pays ont intégré des contenus et adapté des approches propres à l'éducation environnementale dans toute la scolarité obligatoire. Nous croyons que les curricula canadiens doivent être révisés pour être repensés dans le but d'adopter un paradigme inventif qui donnerait la primauté à une approche par projet transdisciplinaire. Ce paradigme inventif conçoit que les êtres humains sont reliés étroitement à la nature, comme nous l'enseignent aussi les savoirs autochtones traditionnels. Nous croyons que des ressources clés en main devraient être rendues disponibles aux enseignantes et enseignants qui débutent et à tout le personnel scolaire qui enseigne actuellement. Les enseignantes et les enseignants peuvent faire vivre des projets de sens à leurs élèves, basés sur le milieu et couvrir une foule de domaines de savoir, comme les langues, les sciences, les humanités, les mathématiques, les arts et la musique, de même que l'activité physique. Des pratiques d'enseignement éprouvées, comme celles que l'on retrouve dans le tableau ST, devraient être créées, et ce pour toutes les années de la maternelle à la 12e année. D'ailleurs, des étudiantes et étudiants d'un cours de didactique des sciences et technologies témoignent d'un projet de création d'une séquence didactique où ils devaient s'inspirer du tableau ST pour développer une nouvelle activité d'enseignement en éducation environnementale. Bonjour, nous sommes 4 élèves finissant notre 2e année de formation à l'enseignement à l'Université d'Ottawa. Mes collègues Elissa Corriveau et Gabrielle Saint-Amand sont en didactique des sciences, tandis qu'Éric Gauthier et moi-même sont en didactique de la musique instrumentale. Aujourd'hui, on va vous faire un petit webinaire afin de vous partager notre passion pour l'enseignement des sciences. On va également vous parler d'un sujet qui nous tient tous à cœur, l'environnement. Après avoir discuté avec mes collègues, voici nos raisons pour lesquelles nous voulons devenir enseignants. C'est une profession qui permet d'interagir et de travailler en collaboration avec un grand nombre d'individus, des enfants, des parents, des collègues et même des professionnels qui œuvrent dans d'autres domaines, comme les orthophonistes, les travailleurs sociaux et les infirmières. En transmettant leur savoir, les enseignants font une différence dans la vie des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. Ils les poussent à découvrir leurs capacités, leurs talents et de quoi ils sont capables. Ensuite, les jours de travail sont très variés. Que ce soit une différente matière, leçon, niveau ou groupe d'élèves, chaque journée et période sera unique. Les récompenses immatérielles sont nombreuses en enseignement. Par exemple, les répliques et les anecdotes drôles en salle de classe, les étoiles dans les yeux des élèves quand ils trouvent une nouvelle passion en eux,
ou même le visage illuminé d'un élève quand il comprend un concept pour la première fois. Ce sont des souvenirs qui se chérissent pendant des années. Finalement, les enseignants sont entourés de collègues qui partagent la même passion. La santé de la planète est quelque chose qui nous tient tous à cœur. L'état de santé de la planète a des enjeux trop importants pour être laissé de côté. Nous savons que les habitudes se forment étant jeunes. Notre but en tant qu'enseignants est que nos élèves grandissent à être des citoyens écologiquement responsables. Il est donc important d'enseigner à l'école l'importance de l'environnement et d'instaurer de bonnes habitudes et de petits gestes pouvant grandement aider à la santé de notre planète. Pour ce faire, nous pouvons enseigner aux élèves les différents types de recyclage et leur expliquer comment recycler, réutiliser et réduire pour aider la planète. Au fil des années, les élèves développeront la pensée supérieure face aux enjeux environnementaux et pourront innover des solutions aux problèmes qui mettent en danger la santé de notre planète. Le cours de didactique des sciences et technologies de Mme Dionne que nous avons suivi à l'automne 2021 nous a permis de nous familiariser avec les pratiques gagnantes en enseignement grâce au tableau ST créé par Mme Dionne et ses acolytes. De plus, le cours nous a inspirés sur les façons d'intégrer l'éducation reliée à l'environnement dans notre enseignement. Avant de vous expliquer en quoi consiste le tableau ST, il faut savoir qu'est-ce qu'une pratique gagnante ainsi que des critères gagnants. Pour expliquer brièvement les pratiques gagnantes, ce sont des pratiques d'enseignement en sciences et technologies qui permettent de mieux accompagner les élèves. Et pour ce faire, les recherches démontrent que nos pratiques doivent comprendre un maximum de critères gagnants. Par exemple, un contenu stimulant, un apprentissage qui est actif, le questionnement et le partage et la confrontation des idées. Se basant sur ce concept, le tableau ST va nous présenter de multiples exemples de pratiques gagnantes et vont nous inspirer à en créer nous-mêmes. Comme vous le voyez ici, il y a des exemples pour la 4e, la 5e et la 6e année et les différentes couleurs représentent les différents domaines en sciences et technologies. En cliquant sur un des symboles du tableau périodique, on tombe sur des exemples de pratiques gagnantes reliées à un thème choisi. Nous avons vu que les pratiques gagnantes en enseignement permettent aussi d'intégrer d'autres matières que celles vues à l'étude et qu'il est facile de cette façon d'intégrer l'éducation reliée à l'environnement à celle-ci. Pour aller encore plus loin, le cours que nous avons suivi nous amenait à créer nous-mêmes une séquence de cours comprenant des pratiques gagnantes et en intégrant autant les sciences et technologies et l'environnement. Je vous invite à aller explorer le tableau ST par vous-même pour découvrir vraiment le projet global et toute la recherche reliée à ce tableau. Maintenant, je vais vous laisser avec ma collègue Gabrielle qui va vous expliquer un peu plus le projet qu'on a créé ensemble. Donc, au niveau du cours de professeur Dionne, nous avons créé une séquence d'enseignement qui a englobé plusieurs pratiques gagnantes apprises au sein de la session. Cette séquence d'enseignement-là a touché le domaine de structure et mécanismes de la 8e année du curriculum de l'Ontario. La thématique qui a été choisie par notre équipe fut les systèmes en action. Les différentes attentes touchées par cette séquence-là furent de démontrer sa compréhension de divers systèmes et des facteurs qui leur permettent de fonctionner efficacement et en sécurité et d'évaluer l'impact d'un système sur l'individu, la société et l'environnement, ainsi que de proposer des améliorations ou des solutions de rechange permettant de répondre à un même besoin. Les objectifs d'apprentissage reliés à cette séquence d'enseignement furent que les élèves soient en mesure d'identifier les différentes composantes d'un système en action, les différentes machines simples présentes dans le quotidien, ainsi que d'appliquer leurs connaissances en éducation relative à l'environnement à des problèmes sociaux afin de tenter de combattre les changements climatiques et environnementaux. Au cours de cette séquence d'enseignement qui consiste de 7 cours de 50 minutes, les élèves sont encouragés à participer à plusieurs activités enrichissantes représentant différentes pratiques gagnantes présentées dans le tableau ST et au sein du cours de didactique de professeur Dionne. De ce fait, les élèves suivent la démarche scientifique et établissent un problème, une hypothèse, ainsi que trouvent des solutions pour régler cette problématique. Ils vont suivre des capsules scientifiques reliées aux machines de Goldberg et aux machines simples. Ils vont remplir diverses fiches de travail en travaillant en collaboration avec d'autres élèves. De plus, ils réalisent des apprentissages ancrés en milieu naturel lors de projets de recherche pour finalement en venir au projet final de la séquence, soit une résolution de problèmes technologiques, soit le jardin écologique en action. Au sein de ce projet, les élèves doivent identifier un problème et rechercher des idées de solutions afin de construire un système en action qui permettra l'entretien du jardin communautaire grâce à des machines simples écologiques. Ils devront donc planifier, élaborer ainsi que mettre à l'essai leur prototype pour finalement
le présenter à la classe lors d'une présentation orale, ainsi qu'une mise à l'essai dans le jardin communautaire de l'école. Il s'agit donc d'un projet d'équipe qui nous a permis de mettre en œuvre les connaissances apprises lors du cours de didactique des sciences de professeur Dionne, ainsi que d'explorer l'inclusion de l'éducation relative à l'environnement dans notre enseignement. En conclusion, le programme d'éducation à l'Université d'Ottawa et les cours comme celui de Madame Dionne en sciences et technologies nous permettent de promouvoir l'éducation à l'environnement, car en tant qu'enseignants, nous pouvons ouvrir la discussion avec les étudiants sur ce sujet important. Merci d'avoir écouté le webinaire. Pourquoi faut-il éduquer les élèves à l'environnement et au changement climatique? Pour construire un monde meilleur, pour aider les élèves à trouver un mode de vie sain qui vont les garder en bonne santé. Plusieurs méthodes d'enseignement peuvent être utilisées pour enseigner aux élèves d'une manière où leur attention sera captée et où ils seront engagés. Parmi ces approches et stratégies pédagogiques, mentionnons l'éducation en milieu naturel ou l'éducation en plein air, l'apprentissage expérientiel, le recours à des histoires, l'approche de recherche participative, l'éducation aux valeurs, l'enquête appréciative, le débat, le jeu de rôle, la résolution de problèmes, la prise de décision environnementale, l'approche critique, l'éducation au futur, l'éducation à la viabilité urbaine et l'enquête appréciative. Il importe donc d'éduquer les élèves à adopter un mode de vie respectueux de l'environnement, à adopter de bons comportements environnementaux. Ça pourrait, par exemple, consister à examiner la facture d'électricité de la famille et voir comment on peut réduire les coûts. Les énergies vertes sont évidemment une voie d'avenir pour lutter contre les changements climatiques. Adopter l'hydroélectricité, l'énergie solaire ou éolienne est un changement de comportement qui diminue substantiellement les gaz à effet de serre. Concernant la biodiversité, il faut montrer aux élèves que les animaux et les plantes ont le droit d'exister et de se pérenniser sur Terre. Ils ont les mêmes droits que nous, du plus petit être vivant, comme un insecte ou un ver de terre, au plus gigantesque, comme la baleine bleue. Les organismes vivants ont tous un rôle à jouer dans l'équilibre de notre planète. Les élèves auront aussi à apprendre à mieux s'intégrer dans la société civile en s'engageant dans des actions communautaires. Vos projets éducatifs pourraient consister à inviter les élèves et des citoyens à faire partie d'un même groupe qui veille à préserver des espaces verts ou des cours d'eau en milieu urbain. Les élèves qui vivent en ville peuvent aussi faire leur part. De plus en plus, les villes se verdissent, les ruelles se remplissent de fleurs. Les jardins communautaires ne suffisent plus à la demande. Les personnes font pousser des légumes en hauteur. Les édifices en construction adoptent de plus en plus le mode zéro émission. Comme on le sait, les forêts sont très importantes pour la captation du CO2. Par conséquent, elles ont un effet bénéfique sur les océans car ils diminuent leur acidification. L'aménagement de forêts durables fait partie des solutions qu'on peut enseigner aux élèves. Il est possible d'inviter des ingénieurs forestiers dans la classe pour qu'ils nous parlent de ces aménagements durables. L'agriculture menace les espaces naturels, car il faut de plus en plus de nourriture pour subvenir aux besoins des populations humaines. D'une part, il faut changer nos façons de consommer. Manger une nourriture produite localement peut être une solution. D'autre part, il importe aussi de changer les modes de culture pour adopter des méthodes biologiques ou d'autres méthodes qui détruisent le moins possible l'environnement. Certains disent que la culture des insectes et des algues est une voie d'avenir pour nourrir les populations humaines dans le futur. Ce sont des avenues intéressantes à explorer avec les élèves car ils sont flexibles et ont cette capacité de changer leurs habitudes et leurs comportements. Les élèves doivent aussi être préparés à faire face à des extrêmes climatiques, car les gaz à effet de serre qui sont dans l'atmosphère ne vont pas disparaître du jour au lendemain et peuvent engendrer des conséquences graves sur le climat. Certains pays comme le Japon ou la Nouvelle-Zélande éduquent toute la population au moyen de faire face aux tremblements de terre, par exemple. Madame Diane Campeau va présenter quelques éléments des pédagogies autochtones pour inspirer un enseignement qui se veut transdisciplinaire. En effet,
Diane propose l'étude du milieu ou du territoire comme prémisse à des projets intégrateurs en éducation à l'environnement et au changement climatique. Dans cette période de perturbation climatique, se réconcilier avec la nature, c'est aussi apprendre des premiers peuples, c'est-à-dire apprendre à vivre sur un territoire. Et pour apprendre à vivre sur un territoire, il y a des pédagogies qui sont plus appropriées pour nous aider à apprendre du territoire. Entre autres, la pédagogie autochtone et aussi la pédagogie du lieu dans un concept hybride qui permet de se réconcilier avec le territoire de vie, mais aussi avec les paradigmes eurocentriques et les paradigmes autochtones d'éducation. Donc ici, on voit sur le tableau les différences et similitudes qui peuvent exister entre ces deux pédagogies-là. Donc la pédagogie autochtone théorisée entre autres par Marie-Baptiste, issue des principes éducatifs traditionnels autochtones, et la pédagogie du lieu, qui est un concept plus eurocentrique, développé plus récemment par Somerville en Australie. Donc, on voit ici que dans les fondements, l'environnement et le territoire immédiat de vie est important dans les deux cas, que le rôle des savoirs, certaines nuances, parce que les savoirs dans le monde autochtone doivent servir la communauté. L'interdisciplinarité relie les deux pédagogies. Par ailleurs, au niveau des médiums et interfaces, on voit que les contes, récits et l'oralité ont une grande importance en pédagogie autochtone et que c'est une spiritualité qui est assumée en pédagogie autochtone, qui est moins présente dans la pédagogie du lieu, mais par ailleurs, le rapport agent, objet, sujet. Donc, on voit ici que le rôle de l'enseignant, c'est particulièrement un rôle de guide où on met en face à face l'élève en face à face avec l'objet de l'apprentissage. Donc, en salle de classe, à quoi ça ressemble? Donc, j'ai développé dans le cadre de recherche un concept qui s'appelle le concept 3-4-5+. C'est un concept hybride entre les deux pédagogies, pédagogie autochtone et la pédagogie du lieu. Et c'est une approche multisensorielle, expérientielle, très kinesthésique. Donc, un concept de lecture du monde qui comprend les 3 dimensions, donc les 3 dimensions du monde physique, c'est-à-dire un objet dont on peut faire le tour, 4 éléments, eau, air, terre et feu, qui permet de faire davantage d'interdisciplinarité, et les 5 sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher et le goût, avec un sens intuitif, le plus ici, qui représente l'intuition. Et ça nous permet de faire une lecture du monde pour connaître son territoire. Ce que ça demande par ailleurs, c'est que ça demande à l'enseignant de connaître son milieu pour l'exploiter à l'occasion et faire des connaissances ensemble avec le territoire de l'école, du quartier ou du milieu naturel de proximité, mais ce n'est pas obligé d'être en grande nature pour pouvoir faire ces apprentissages-là sur le milieu de vie. Ça demande aussi d'apprendre ou de réapprendre à nommer ce qui nous entoure. Donc, ce n'est pas un arbre, c'est un chêne, c'est un tilleul, c'est un peuplier. Ce n'est pas un oiseau, c'est un cardinal, c'est une mésange, c'est une corneille. Donc, il faut réapprendre soi-même en tant qu'enseignant à pouvoir réapprendre à nommer les objets de la nature. Donc, on peut aussi davantage s'inspirer des langues autochtones qui décrivaient bien les différents éléments de la nature. D'ailleurs, les mots génériques existaient peu dans les langues autochtones traditionnelles. Et cette importance-là de pouvoir renommer les choses, c'est parce que l'on ne peut pas se réconcilier avec quelqu'un qu'on ne peut pas appeler par son nom. Et si le seul oiseau que nos enfants peuvent nommer, c'est Twitter, nécessairement notre nature aura quelques problèmes. Dans ce webinaire, nous avons voulu vous démontrer comment l'éducation à l'environnement et au changement climatique pouvait devenir un élément déclencheur pour entreprendre une carrière en enseignement. Il y a de beaux défis à relever dans les milieux scolaires. Il y a d'immenses défis pour prendre soin de la nature, afin de lutter contre les changements climatiques. Les écoles ont besoin d'enseignantes et d'enseignants-chercheurs comme vous, désireux de parfaire leur formation continue et de contribuer à créer des communautés apprenantes sur le thème de l'éducation environnementale. Votre carrière en éducation sera très stimulante, car vous pourrez avoir la latitude nécessaire pour faire vivre des projets de sens dans votre classe, tant pour vos élèves que pour vous-même. Ainsi, vous pourrez participer activement à la transition écologique de la société afin de faire de notre monde un milieu où il fait bon vivre, en harmonie avec la nature. Nous vous attendons à la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa
pour contribuer à l'essor des écoles francophones du Canada dans le domaine de l'éducation à l'environnement et au changement climatique.